Voilà, nous commençons à enregistrer. Nous sommes, ça, je ne vais encore pas savoir la date. Nous sommes, Le François, tu peux 18. m'aider? Lundi 18 à 18 heures, oui. Mardi. Et Mardi 18. pardon? On est le mardi 18 juillet. Mardi 18 à 18 heures. C'est vrai on s'est décalé parce que j'avais des visiteurs. Alors, c'est pas très glamour, je sors de ma douche, mais alors ça me rafraîchit parce qu'il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'avais pensé au départ vous parler de l'affaire Mt. Gox. Et en fait, entre-temps, Émilie a sorti une vidéo sur ce qu'on appelle les CEP, les protocoles de Stellar et des mises à jour, qui étaient importants parce que ils montrent un petit peu ce qu'il peut y avoir de technique derrière Stellar et ils apportent des preuves sur évidemment les intentions des développeurs de la blockchain. Je ne parle pas des actifs, de ceux qui mettent en place. Et donc, il y a une partie qui est des informations brutes qui sont données dans les protocoles, il y a une partie qui est assez lisible et une partie qui est un petit peu technique. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble. Mais surtout aux interprétations que Émilie en a faites. Donc, je posterai après sur la chaîne, en même temps que la vidéo, le lien vers la vidéo d'Émilie, en anglais évidemment, et le lien vers les slides, puisque vous allez les voir ici, je vais les présenter. Ils sont en anglais, mais bon, ça peut vous permettre après de tranquillement prendre votre temps de poser la vidéo pour écouter et regarder surtout ce qui est dit bien plus en détail. Voilà, donc Mt. Gox. Alors, on n'aura sans doute pas le temps de terminer parce qu'il y en a on arrive au 40e à la fin de la vidéo d'Émilie. Elle ne passe pas sur les 40, mais bon, ça en fait quand même pas mal. Et après, il y a toute une longue partie qui est consacrée à la conclusion. Donc, je préférais qu'on revienne là-dessus la semaine prochaine en espérant qu'il n'y a pas trop d'autres choses qui nécessitent qu'on échange. Et puis, à ce moment-là, on pourra parler de Mt. Gox également. Alors, ces protocoles, Émilie les a appelés un écosystème, puisque ce sont des séries de règles, on pourrait dire, qui se dépendent les unes les autres, sont intriquées les unes avec les autres. C'est quand même assez complexe, et je ne sais pas s'il y a des intelligences artificielles qui gèrent cette infrastructure, cet écosystème, ou si tout est humain. On ne peut pas vous répondre. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un protocole? C'est un schéma, un plan, un ensemble de règles qui aident à construire un produit ou un service sur une blockchain. Puisque les blockchains accueillent des développeurs, des fournisseurs de services, et il faut qu'ils partagent tous certaines manières de fonctionner. Ces produits et ces services doivent pouvoir être en interopération, donc en fonctionnement souple, on va dire, avec d'autres produits et services sur Stellar. Si vous créez, émettez des tokens, vous avez envie que les systèmes on-ramp, off-ramp, pour amener l'argent, sortir l'argent, fonctionnent bien. Il faut que toutes les transactions fonctionnent. Il faut que vous puissiez savoir qui sont les gens qui achètent les tokens. Il faut que, par exemple, pour un token adossé, il y ait toutes les preuves de l'adossement des réserves, etc. Voilà. Donc, on va le voir dans certains de ces protocoles. Donc, un protocole, c'est un standard pour la construction ou l'ajout à la construction qu'est l'infrastructure sur Stellar, afin que toutes les interactions se passent bien aujourd'hui, au moment où les protocoles sont rédigés, et dans le futur. Donc, on les appelle des SEP, SEP, qui signifie, voilà, ça m'est déjà sorti. Stellar, on va les voir sur la vidéo. Non, c'est pas écosystème. Écosystème protocole. Donc, c'est-à-dire protocole d'écosystème Stellar, et ils sont numérotés. Numéro 1, 2, etc.
12. Donc, ces CEP, ces protocoles définissent, ça c'est intéressant, tout à l'heure avec François et Eva, on discutait de ce qui étaient les consensus et on disait que les protocoles, même si on n'en parle pas, sont la base des processus de consensus, puisque pour qu'une transaction ou quelque chose se passe sur Stellar, il faut qu'il soit approuvé par un certain nombre d'ordinateurs, de personnes qui vont donner des accords. Et là, dans cette fin de définition dont je n'ai pas pensé à parler tout à l'heure, on nous dit que les CEP définissent des interactions crédibles ou autorisées, c'est-à-dire cette interaction-là, elle est crédible ou pas crédible, autorisée ou non autorisée, tout ça, ça se passe évidemment à la vitesse électronique, et définissent des interopérabilités. Ou alors, ils peuvent aussi mettre fin, annuler à ce qui n'est pas crédible ou pas autorisé. Alors, ce qu'on appelle crédible en logique, c'est le 0-1. Hein. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Soit c'est crédible, c'est-à-dire ça rentre dans l'ensemble des possibilités qu'on a imaginées, ou ça l'est pas. Alors, on va commencer par… Alors, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir les textes, même s'ils sont en anglais. Vous pourrez éventuellement, si vous n'avez pas regardé la vidéo d'Émilie, faire des captures d'écran pour y revenir, ou pas, c'est pas grave, ils seront toujours là. Alors, je suis contente que tu sois là, François, parce que tu vas pouvoir me dire si le partage d'écran fonctionne bien. Est-ce que ça va? Le partage de ton écran et on a aussi ta caméra avec toi. Alors, ça, vous n'en avez peut-être pas besoin de la caméra. Je sais pas, il vaut peut-être mieux que ce soit plus grand, non? Pour le Ah partage de ben, l'écran. quand on clique J'ai peut-être… dessus, il suffit de cliquer dessus, puis c'est bon, ça s'affiche Ouais, pour nous. voilà, comme ça devrait être, à mon avis, mieux pour vous. C'est bon? Ouais. Donc ça, eh bien, c'est une diapo qui revient sur la définition, un petit peu plus longue que celle que je viens de vous lire, mais à laquelle vous pourrez vous référer. Le tout premier protocole, qui s'appelle donc le CEP1, c'est ce qu'on appelle le Excuse-moi, dossier. Pascal. Oui. Excuse-moi de te couper. Tu vois, ça fait comme le problème que j'ai actuellement. Alors, je sais pas si c'est que moi. Vous pourrez confirmer aussi, Eva et Marie-Hélène, mais en fait, ton partage d'écran, quand tu parles pas, il est affiché, et à partir du Mhm. moment où tu parles, il se désaffiche. D'accord. Alors, je sais pourquoi. C'est des problèmes de connexion, c'est-à-dire que la bande passante ne permet pas que toute l'information passe. Donc, ma voix, c'est de l'information et elle prend le pas sur ce qui est affiché. Voilà. Alors Tu... là, c'est pas très Ok. grave. L'essentiel, c'est que vous puissiez le regarder et éventuellement faire une capture d'écran pour vous-même parce que, de toute façon, quand vous m'écoutez, vous pouvez pas vraiment lire. En plus, c'est deux langues différentes. Donc, je ferai juste attention, merci François, à chaque diapo de m'arrêter un moment pour que vous puissiez peut-être faire une capture d'écran si vous le souhaitez. OK, François? Ok. Ben là, ok. Oui. Là, on voit plus rien du tout. On voit ni ton visage, ni la capture. Par Et, contre, on a les deux fenêtres. et si toi, tu arrêtes de parler, et moi aussi, voyons ce que ça donne. Ça s'est réaffiché. Mais D'accord, d'accord. Donc, voilà, bah, écoutez, on va faire comme ça. Et puis, alors, il faudrait que tu coupes ton micro, par contre, parce que c'est pareil, c'est quand même des informations. Alors, j'espère que vous avez eu le temps donc de peut-être prendre ou regarder de plus près cette diapo. À droite, vous avez, j'espère que ça s'agrandit comme ça s'agrandit pour moi, ce à quoi ressemble la partie technique du protocole avec des lignes qui sont des morceaux de codage en fait. Hein. Donc, ce premier protocole concerne ce qu'on appelle le dossier d'information stellar. En gros, je pense qu'on peut dire que c'est la fiche que vous ouvrez lorsque vous êtes sur la fiche d'un token. Vous avez le nom du token, son code, son domaine, et vous avez un texte, et puis vous avez toute une série de choses, de prix, de valeurs, d'évolution, donc qui sont définies par ce protocole. Et ici,
euh, dans cette mise à jour, ils ont ajouté les NFT. Alors, c'est important, on en parlera plus tard dans un autre protocole, parce que les NFT sont des tokens qui, non seulement peuvent servir à des artistes, mais ce n'est pas leur but premier ici qui nous intéresse. Elles sont capables de transmettre beaucoup d'informations. C'est-à-dire que c'est certainement les NFT qui nous permettront d'avoir avec un token un acte de propriété, les contrôles techniques, l'acte, le compromis et les pièces d'identité, voilà, tout un tas d'informations. Alors, chaque fois que vous allez regarder les planches d'Émilie, vous verrez qu'en rouge, en bas, dans ce qui s'appelle résumé d'Émilie, Émilie a un peu extrapolé sur le protocole par rapport à sa sensibilité, d'autres informations qu'elle a et son habitude d'interpréter. Et elle essaie de donner, c'est ce que je viens de faire en vous parlant des NFT. Elle essaie de vous dire pourquoi c'est important, à quoi va servir ce protocole, quelle est l'intention derrière. Le deuxième protocole, c'est le protocole Fédération CEP2. Et là, alors les protocoles, ils ont souvent plusieurs lignes, plusieurs missions, on pourrait dire. Ils définissent plusieurs paramètres. Elle ne les passe pas tous en revue, mais elle se concentre sur une partie. Et là, elle a choisi sur tout ce qui concerne la biométrie. C'est-à-dire que l'identité du portefeuille public, l'adresse fédération, chez Stellar seront certainement combinées avec de la biométrie dans le futur. Et on pourra signer toutes nos transactions ainsi. On ne perdra donc plus ces clés. Il y a sans doute des inconvénients à la biométrie, mais ce qui est dans notre mémoire ou l'organisation qu'on a, on n'est pas tous égaux devant, alors qu'on a presque tous une rétine et des empreintes digitales. Et on oublie, et on va avoir des personnes qui auront peut-être 80 ans, qui devront agir avec leur portefeuille Stellar. Et pour elles, c'est certain que la biométrie, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup d'entre vous l'utilisez déjà avec vos téléphones. Le but, vous allez voir que le but de tous ces protocoles, c'est l'interopérabilité, la souplesse de toutes les applications présentes sur Stellar, mais aussi la facilité, et surtout la facilité, non pas pour nous qui sommes aujourd'hui là, pour certains depuis 2 ans en tant que bêta-testeurs, mais pour toutes les nouvelles personnes qui vont arriver et qui auront besoin que ce soit facile. Le protocole suivant qu'Émilie avait choisi d'expliquer, c'était le protocole 5. Il y a des protocoles qui sont très techniques ou qui ne présentent peu d'informations pour la vulgarisation qui nous intéresse. Alors, ce protocole 5, ça s'appelle méthode de dérivation des clés pour les clés Stellar. Pardon, les clés secrètes surtout. Le S pourrait être Stellar, mais c'est surtout les clés secrètes. Ces clés, elles pourront être déplacées entre les portefeuilles et les applications. C'est-à-dire qu'elles ne seront pas uniquement présentes au moment où on va vous les demander, par exemple, pour une opération, mais elles accompagneront en tant qu'information incluse toutes vos démarches, on pourrait dire. C'est ce qu'ils appellent le fait qu'elles sont mobiles. Ce protocole, il est hyper important. Vous avez peut-être perdu vos clés secrètes. Ou alors peut-être que comme moi, vous avez bien noté vos clés secrètes et votre phrase qui contient 12 mots quand vous avez ouvert votre portefeuille pour Lobster. J'ai ouvert récemment une adresse et en fait, il y a eu des changements. Aujourd'hui, quand vous ouvrez un portefeuille Lobster, on vous fait faire un test pour s'assurer que vous êtes capable, que vous avez bien noté votre phrase secrète, que vous êtes capable de la régurgiter et que vous ne serez donc pas bloqué. Mais à l'époque où moi j'ai ouvert mon portefeuille, on vous donnait une sorte de rectangle avec des mots et vous ne saviez pas s'il fallait les noter dans un sens horizontal
ou verticales. Vu qu'on ne peut pas prendre de photos, il fallait les noter à la main. Et du coup, moi, je me suis toujours demandé si je serais capable de réutiliser ces clés secrètes si elles étaient dans le bon ordre. Et il n'y avait pas non plus de test à l'époque. Alors, c'est une excellente nouvelle. Les clés secrètes, et la phrase secrète qui comporte 12 mots pourra être récupérée. Ça, c'est une vraiment très bonne nouvelle. La prochaine génération de portefeuilles, c'est Émilie qui nous explique ça dans la vidéo, sera liée aux satellites pour des questions de sécurité, puisque on ne pourra pas rentrer dans un bâtiment sur Terre, voler des clés. Dans ce protocole, on ajoute également un langage informatique qui s'appelle Rust, comme la rouille. Ça a été récemment ajouté. Alors, c'est un petit détail, me direz-vous, technique, qui n'a pas beaucoup d'intérêt. L'intérêt qui a vu Émilie, c'est que c'est un langage qui est utilisé pour Ethereum, Pathfinder. Je suppose que c'est un langage un peu plus ancien. Ethereum, c'est un token un peu plus ancien. Et donc, ce langage permet un pont. Vous savez qu'il est question que les Ethereum reviennent tous, nous transmettent leur liquidité sur la blockchain Stellar. Donc, voilà un exemple de pont. Un autre détail de choses qui a changé, c'est que les tokens qu'on appelait les Astronaut Foundation, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces tokens, c'est-à-dire les pendulums, hein, entre autres, sont devenus les Tokens Foundation. Ils ont changé de nom. J'ai posté juste avant de commencer la vidéo un document aimablement transmis par nos amis québécois qui s'appelle Tokens Foundation, qui est en français, qui a été fait par José. Et lisez-le, ça vous donnera plus d'informations. Et Émilie nous dit aussi que les développeurs de Astronaut Foundation, devenus Tokens Foundation, sont également les développeurs derrière l'actif Arbitrum, que personnellement je ne connais pas. Sixième protocole de l'écosystème Stellar, c'est les dépôts et retraits. Alors, je vais vous donner la définition de API. C'est un ensemble de règles définies qui permet à différentes applications de communiquer l'une avec l'autre, d'échanger des services ou des données. Donc, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Donc, ce protocole parle de l'interopérabilité dans les questions de dépôt et de retrait. Hyper important, vous en conviendrez. Donc, il s'agit surtout de comptabilité des tokens enrobés. Donc, un token enrobé, il a une valeur de 1 à 1 avec le token qu'il représente. L'XRP de fchain.io égale 1 XRP sur la blockchain Ripple. Il est enveloppé, c'est-à-dire qu'il est ainsi compatible avec la blockchain Stellar. Mais récemment, Émilie vous a également dit que cette comptabilité serait étendue à des tokens qui ne sont pas enrobés ou qui ne sont pas enrobables techniquement. Et cela également, on va pouvoir les faire venir sur la blockchain. C'est-à-dire que tous les tokens du monde, des milliers de tokens, pourront tous avoir un équivalent sur Stellar s'ils sont enrobés ou tout simplement se retrouver sur la blockchain Stellar. Une preuve que toutes les richesses vont se retrouver sur Stellar. Quand vous retirerez votre argent de Stellar pour le mettre sur votre compte en banque, en fait, en réalité, il ne quittera pas la blockchain. Alors ça, je trouve que c'est vraiment des détails vraiment très importants à retenir et qui montrent tout l'avenir de Stellar. Donc, en réalité, votre banque sera votre interface, mais tout restera sur Stellar. Et Émilie rapproche ceci de ce qui s'est passé en octobre 2022, je ne sais pas si vous vous en rappelez, où il a été annoncé que toutes les banques compatibles ISO 20022 devaient avoir un token émis sur Stellar. Et on les a vus très rapidement émettre des tokens. Il y a eu quelques ICO.
Et c'est pour cela qu'on a dit que le système financier quantique avait été activé en octobre 2022. Tout était prêt. Tout n'a pas été mis en ICO, hein. Peut-être le seront-ils. Alors, il existe également un système parallèle qui ne nous est pas accessible. On pourrait dire que sont les coulisses de Stellar, où des gens comme détectives, par exemple, peuvent travailler ou peuvent faire des recherches. Nous, il y a des choses que nous ne pouvons pas voir sur la blockchain, et notamment, par exemple, les tokens avant un certain moment. Ils sont en train d'être émis, mais ils ne sont pas encore visibles pour vous. Alors, il y a un cas spécial dans ce système parallèle, ce sont tous ces comptes qui sont créés pour les milliards d'habitants de la Terre. Ils ne le savent pas, mais ils ont un compte sur la blockchain Stellar. Donc, quelqu'un les crée dans cette zone grise, on pourrait dire, ou dans ce no man's land, où pour l'instant on ne peut pas voir les choses, pour que chacun puisse bénéficier d'un compte. Il y a autre chose qu'il faut préciser sur ce qui concerne le dépôt et le retrait. Dans ce protocole, on voit nettement, je ne vais pas rentrer dans le détail, que c'est une route à sens unique, c'est-à-dire que pour certaines valeurs, le protocole accepte qu'il n'y ait qu'une entrée et pas de sortie. Donc, pour certaines pièces, pour certains actifs, il y aura une commande disant celui-là, il rentre, mais il ne ressort pas. Donc, évidemment, Bitcoin, Ethereum et les pièces qui ont été mises sur ces blockchains. Donc, ceci vous prouve aussi que nous avons des ponts qui ne vont que dans un seul sens et qui vont uniquement servir à amener la richesse, les transferts, la liquidité. Alors, autre chose qui sont rendues possibles par ce protocole. Si vous avez un compte et qu'au moment où on vous demande de passer le Know Your Customer, KYC, dont on parlera tout à l'heure au protocole 12, et que vous ne le faites pas ou que vous ne le réussissez pas parce que vous avez eu des casseroles dans le domaine financier ou que ce n'est pas votre identité, ces personnes verront leur token bloqué. Alors, on retrouve ceci aussi au niveau du protocole 24. L'utilisateur final, lui, ne verra pas ce qui se passe en arrière-plan. Mais du point de vue de l'application dans laquelle il travaille, il ira voir une encre en dehors de l'application, mais sans la quitter. Alors, d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une encre. Une encre, c'est ce qu'on appelle anchor en anglais. C'est un pont entre un réseau comme celui de Stellar et, par exemple, des méthodes de paiement comme PayPal et des méthodes de paiement ou simplement des services financiers, y compris l'émission de tokens, la création d'entrées et de sorties. On peut amener l'argent, par exemple, avec MoonPay, ou on peut le sortir avec MoneyGram. Et notamment, ces ponts vont vous donner accès aux XLM, aux USDC sur Stellar et pouvoir interopérer avec d'autres projets. Donc, ce qu'on appelle une encre, ça peut être un actif aussi qui a toute la confiance de la blockchain de Stellar. C'est-à-dire que tout a été vérifié et à partir du moment où vous êtes une encre, vous êtes reconnu sur la blockchain, il va y avoir des délégations de validation, d'autorisation qui vont accélérer tout ce qu'on peut faire sur la blockchain et surtout qui permettront de toujours rester dans le même environnement de manière transparente pour l'utilisateur. Le protocole 7 faciliter la délégation, donc ça complète ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce que c'est que la délégation?
D'abord, les lettres URI veulent dire Uniform Resource Identifier, c'est-à-dire l'identificateur de ressources uniformes. En fait, tout ça concerne les validations via les clés secrètes. C'est-à-dire qu'une application tiers-partie pourra non pas avoir accès à vos clés secrètes, mais pourront les avoir en tant que preuve que vous êtes qui vous êtes, qui vous dites que vous êtes. Pour cela, on va leur donner on va les obliger, elles vont devoir se plier à certaines exigences, évidemment. Autrement, ce serait dangereux pour la sécurité de nos comptes. Il faudra qu'elles soient ouvertes, open source et décentralisées. Il faudra qu'elles soient standardisées, donc elles aient écrit des standards de développement, etc. Qu'elles soient sécurisées et qu'elles soient à l'épreuve du futur. C'est-à-dire que même s'il y a des modifications dans le futur, tout ce qu'elles s'engagent de faire dans le présent reste valable. Par exemple, on va trouver les localisations des clouds via les satellites, la biométrie et les clés de distribution quantique. Je reviendrai à ce que c'est. Alors, par exemple, une fois que vous aurez donné vos informations de KYC, Know Your Customer, disant votre date de naissance, votre numéro de passeport, bon bref, des informations d'identité, une fois que vous aurez ouvert un compte avec ces informations, vous pourrez faire toutes les autres transactions sans vous identifier. C'est-à-dire que sur Stellar, chaque transaction que vous accomplirez sera accompagnée par l'information que vous avez donnée au départ, une seule fois, tout comme si à chaque fois, votre permis de conduire ou votre carte d'identité était jointe à une transaction sur Amazon ou sur eBay. J'ai parlé de clé de distribution quantique. Une clé de distribution quantique, c'est une méthode de communication sécurisée quantique qui sert à échanger des clés d'encryptage, des codes secrets, qui ne sont connus que des deux parties en interaction. Par exemple, vous et le site où vous allez acheter des objets. Alors, un bon exemple, c'est par exemple quand vous vous connectez, quelquefois quand il y a un problème de connexion, on vous reconnaît et on vous dit, allez voir sur votre téléphone, par email vous a été envoyé un code, rentrez le code. Donc en fait, la personne vous partage un code que seul vous pouvez recevoir via votre email. Et s'il est bon, ça prouve que c'est vous, puisque c'est vous qui avez accès à votre email. Alors ça fonctionne comme ça, en fait, c'est la même chose. Simplement là, ça utilise également les propriétés de la physique quantique. Alors, ça serait un peu compliqué à rentrer dans le détail, Émilie l'avait fait, mais en gros, ça repose sur la fonction de l'observateur en physique quantique. C'est-à-dire que quand un observateur observe ce qui se passe entre deux états ou deux êtres, sa présence est détectée et elle change tout ce qui va se passer. Et donc là, s'il y a un échange de code et qu'il n'y a que vous deux, tout va bien se passer. S'il y a une personne qui, par exemple, écoute votre téléphone ou s'est branchée sur votre ordinateur sans que vous le sachiez, elle sera repérée et donc immédiatement la transaction est abandonnée parce qu'elle n'est pas sûre. Donc tout ça se fera évidemment à la vitesse de l'éclair. Alors dans ce protocole 16, il y a également la possibilité qu'une intelligence artificielle générative commence à apprendre, à enregistrer tout ce qui se passe dans les transactions, à comprendre comment les humains font les transactions. Et donc, elles apprennent elles-mêmes et elles s'améliorent. Protocole 10. Alors, en lui-même, ce n'est pas un protocole qui est tellement spectaculaire, mais il apporte un complément à d'autres protocoles. Il a trait au mémo et à l'authentification. Alors, un élément quand même qui est très intéressant dans ce protocole, c'est le fait, pour moi c'était un scoop, que vous n'aurez pas seulement votre compte avec son adresse G,
ce compte, avec son adresse G, aura des sous-comptes qui commenceront par M. Et on appelle ça des comptes MUXT, M-U-X-E-D. Je n'ai pas encore choisi réfléchi à une traduction. Je me demande si on pourrait dire MOXé, parce que ça a un sens dans d'autres domaines qui sera intéressant. Et en fait, ces sous-comptes vous permettront de faire plusieurs choses. Ils vous permettront de dispatcher votre argent. Par exemple, vous pourrez avoir une adresse M pour le compte courant, une pour le compte de vos économies. Vous pourrez avoir peut-être une adresse M pour gérer je sais pas moi, le prêt de votre fils qui est étudiant, ou tout simplement de vos enfants non majeurs ou majeurs, je suppose qu'on peut aussi le faire. Ça sera très intéressant pour les projets humanitaires et les entreprises, c'est-à-dire que vous pourrez, sur votre compte à vous, créer une adresse M et dire à une personne que vous aurez recrutée pour faire un travail dans ce projet humanitaire, lui donner l'accès au compte pour qu'il puisse tout simplement opérer des dépenses. Simplement, lorsque cette personne ne travaille plus pour vous, vous changez les codes et il n'a plus accès au compte. Donc, c'est plus simple qu'un accès à un compte en banque. Je trouve que c'est un élément vraiment très intéressant du protocole. Le protocole 11 a à voir avec les textes accessibles aux humains, c'est-à-dire que au lieu d'utiliser un langage informatique réservé à des spécialistes, les langages deviennent accessibles à travers le langage commun à nous tous, des mots, du vocabulaire commun. C'est-à-dire que les lignes de code, qui sont des lignes compliquées à lire, vont devenir faciles à comprendre en anglais courant. Alors ceci, c'est une chose que permet de faire Red Hat Ansible Lightspeed. Ça permet la programmation facile pour les non-spécialistes. Et Émilie a l'air de dire que nous pourrons faire de la mini-programmation, peut-être aussi pour, tout à l'heure je parlais des comptes MOXé, des comptes, des sous-comptes. Peut-être qu'il faudra à certains moments changer certains paramètres avec une sorte de mini-programmation qui se fera en anglais normal. Nous arrivons au protocole 12 qui s'appelle KYC, qui signifie « Connaissez votre client ». Donc, je vous ai dit tout à l'heure de quoi il s'agissait. Par ce protocole, on va lier notre information biométrique. Si c'est le cas, ce sera la société Plaid, non, je crois que je vous dis des bêtises. Non, c'est Red Hat qui s'occupe de biométrie. Donc, on pourra lier toutes ces informations de biométrie avec nos autres comptes. Par exemple, PayPal, MoneyGram, des plateformes d'échange crypto, etc. Et la connexion, selon Émilie, se ferait via une société qui s'appelle Plaid. Alors, j'ai des captures d'écran, mais elles ne sont pas forcément intéressantes là. Mais allez voir le site www.plaid, alors ça s'écrit P-L-A-I-D comme un plaid.com. www.plaid.com. Voilà, le type de biométrie qui pourrait être utilisé, c'est ce qu'on appelle Touch ID, donc ça reconnaît le toucher, ou un scan de la rétine. Ce protocole 12, il a pour but l'interopérabilité. Il améliore ceci. Il crée un serveur de démonstration où on peut tester des portefeuilles, valider des mises en œuvre de protocoles. Et dans l'ensemble, en plus de permettre l'interopérabilité, du fait qu'il va permettre aux encres, dont on a parlé tout à l'heure, de pouvoir faire des validations d'identité,
de transactions crédibles et autorisées, ça va aller plus vite, ça va abaisser toutes les barrières qui sont les nôtres aujourd'hui de compréhension pour l'adoption en masse. Quand les gens vont arriver et qu'ils n'auront pas eu le temps de s'acclimater, qu'ils n'auront pas les connaissances qu'on a accumulées depuis 2 ans. Ce qui nous confirme que les Chapeaux Blancs et Stellar Development Foundation font tout ce qu'ils peuvent pour amener un maximum de gens dans Stellar, mais également amener un maximum de richesse, puisque ces encres et les validations qui se feront pourront voir arriver sur Stellar des bons, des actions, des indices, des marchandises. Ensuite, le protocole 14. Alors, il s'agit de métadonnées dynamiques des actifs. Donc, une personne qui va créer un token pourra lier, aujourd'hui ne peut lier que 300 tokens à son dossier, à son file, à ce qu'on appelle, je crois, le dossier TOML, T-O-M-L. Dans l'avenir, il y aura des milliers de tokens qui pourront être rattachés au dossier d'un émetteur. Et les métadonnées seront organisées en système. Alors, c'est OrbitLens qui a créé ce protocole, comme c'est dit sur la fiche qui est devant vous. Donc, des milliers de tokens à l'heure actuelle sont en train d'être émis, créés à l'arrière de Stellar, là on ne peut rien voir, mais elles sont visibles pour les spécialistes sur Atom. Le protocole 15, c'est une convention alors, attachment, c'est les pièces jointes en anglais. C'est-à-dire que quelquefois, vous aurez besoin, dans vos transactions, d'amener plus d'informations comme que ce qu'il y a dans le champ du mémo. Par exemple, les informations qui concernent votre identité, une facture, une note, un devis, je disais un acte notarié, par exemple. Alors, les mémos connaîtront aussi avec ce protocole un petit changement, c'est-à-dire qu'ils pourront ne plus être visibles. Aujourd'hui, si vous envoyez un message privé, par exemple, gros bisous avec des tokens que vous offrez à quelqu'un, tout le monde le voit. Donc là, il y aura un système qui sécurisera les mémos pour que tout le monde ne puisse pas les lire. Et c'est un système qui est le même, d'après ce que je comprends, que les messageries via blockchain. Donc ça, c'est aussi le futur des messageries. On ne pourra donc pas aller voir vos messages, alors qu'aujourd'hui, c'est la soupe pour tout le monde. N'importe qui peut hacker des messageries facilement. Puis il y a des portes arrière dans nos ordinateurs. Donc, ça leur permettra également d'attacher tout un tas de documents confidentiels à l'emplacement où ça ne rentrerait pas aujourd'hui dans le champ mémo. Alors, le protocole 16, je n'ai pas la photo. Il s'appelle ATP3, c'est un brouillon. C'est un protocole qui pourra permettre au protocole 6, 24 et 31 d'utiliser les soldes réclamables, c'est-à-dire ce qu'on appelle les pending communément, mais des soldes réclamables d'un type un peu particulier, puisque ce seront les sommes assez importantes qui vont être attribuées à tous ces comptes ouverts pour chaque personne sur Terre. Éventuellement, l'argent volé aux familles, etc. Et donc, tout cela va se trouver dans une partie de Stellar pas encore ouverte, qui représente les quantités que ces gens auront sur leur compte. Et un jour, tout simplement, ça sera présent dans leur pending et ils pourront, lorsqu'ils seront mûrs, lorsqu'ils auront un compte, pouvoir avoir accès à ces fonds. Les monnaies, l'argent qui sera attribué aux gens qui ont des dongs, des hymnes, des dinars et des roupies
sera attribué de la même manière. Vous ne sortirez pas avec une cassette pleine d'or ni avec un chèque. Mais sur votre téléphone, vous recevrez un solde réclamable qui représentera les sommes probablement assez considérables qui vous seront attribuées. Ce sera un portefeuille stellar, un compte quantique. Ils pourront donc, les chapeaux blancs, créer des comptes temporaires pour transférer des fonds sans que la personne qui envoie les fonds doive payer les frais. Alors, ils seront payés dans la somme qui est transportée, on pourrait dire, prélevés sur cette somme transportée dans la transaction et remboursés à celui qui l'a envoyé. Alors, quand on parle de ce qu'il faut préfinancer, on préfinance les 0,5 XLM de la Trustline, les 2 XLM nécessaires pour l'ouverture d'un compte, si je ne me trompe pas. Donc, tout cela est automatisé pour que les gens n'aient plus besoin d'aller chercher 2 XLM pour pouvoir ouvrir un compte ou 3 XLM ou se trouver à court. Ça sera tout automatiquement et ça sera prélevé sur les sommes qui seront transférées dans ces comptes. Alors, je crois qu'on va terminer par ce protocole 17. C'est un petit peu fatigant. On est un peu moins de la moitié. Je vais regarder l'heure. Le protocole 17, il parle de financement du compte émetteur et c'est dans la ligne de ce que je viens de vous dire. Si la balance du compte qui reçoit n'est pas suffisante, les XLM nécessaires sont avancés par la personne qui envoie ou avancés par les fonds qui sont transférés. Par exemple, dans nos ICO, et les XLM qui sont payés servent en partie à financer tous ces dépôts pour les milliards de comptes à créer sur Terre. Alors, ça, Émilie se les fait confirmer. Des gens se demandent où vont les XLM que nous envoyons dans les comptes des achats groupés. Ils vont chez les chapeaux blancs et ils servent à financer ces millions d'XLM nécessaires, milliards d'XLM nécessaires à l'ouverture de certains comptes. Donc là, on est dans la manière de créer classique, c'est-à-dire le compte finance lui-même son ouverture. Allez, on va en faire encore un. Le 19, il parle des... Alors, je l'ai perdu, mais voilà. Il parle des multisignatures, c'est-à-dire que différents intervenants ou différentes compagnies intervenantes pourront faire leur propre programmation sur leur serveur et ils pourront... alors ça, c'est vrai pour les comptes qu'on a nous aussi, je crois qu'on pourra les faire valider avec des multiples signatures. Émilie nous dit que c'est Red Hat qui va consolider ces serveurs multiples qui seront interopérables entre tous les parties intervenantes à un échange, à une transaction. Voilà, et le dernier, on va terminer par le protocole 22 qui s'appelle IPFS, qui signifie Interplanetary System. Donc, il s'agit de la société Red Hat qui va stocker des serveurs encore capables de recevoir plus d'espace de données pour les gens. On va augmenter tous ces espaces qui sont limités aujourd'hui. Par exemple, les documents transmis dans les mémos, tout ça, ça prend de la place, il faut de l'espace, mais retenez tout de même que les documents ne seront pas transmis en eux-mêmes. Ils vont rester sur la blockchain. Ce seront juste des liens qui seront stockés dans IPFS, dans ce système de stockage interplanétaire. Voilà. Je vais m'arrêter pour qu'on puisse tout de même avoir quelques interactions entre nous et peut-être si vous avez des questions aussi ou des commentaires. Je vais vous donner la parole. François, si tu es toujours là. Marie-Hélène. Oui, je suis toujours là. C'est bien, et tu peux parler, Marie-Hélène, puis-je
Écoute, un Oui, sacré boulot qu'elle a fait là, Émilie. Et puis merci toi, Pascal, d'avoir traduit ça dans un langage humain. ça l'est pas toujours, hein, parce que Ouais, quelquefois, c'est c'est assez un peu compliqué. difficile. D'abord, quelquefois, il faut que moi je comprenne avant. Et en plus, on a tendance à oublier tout ça au bout d'un moment. J'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de temps pour relire toutes les fiches d'Émilie, mais il y en a une quarantaine, c'est vraiment un gros boulot. Et je pense que le but n'est pas qu'on devienne tous des spécialistes de chaque protocole, mais on voit bien que tous ces protocoles vont dans le même sens, hein. Faciliter, permettre d'aller plus vite, permettre à tout le monde, y compris des personnes âgées, handicapées, ne connaissant pas, d'agir, qu'elle n'ait pas à financer parce que c'est compliqué, hein. Au départ, ça veut dire qu'on est obligé de passer par MoonPay ou par une plateforme. Euh, c'est une des choses. Si vous avez aidé des personnes, d'ailleurs, vous êtes heurté à ça. C'est-à-dire que aider une personne à ouvrir un compte Webster, c'est pas évident parce qu'on peut pas lui envoyer des XLM parce qu'il pourra pas les réclamer parce qu'il n'en a pas deux. Et ça devient très vite un casse-tête. Donc, il faut absolument que tout ça soit simplifié. Et je pense qu'on s'est tous demandé un jour ou l'autre, mais comment est-ce que les gens vont pouvoir arriver sur Lobster tel que nous, on a dû fonctionner, mais ça sera pas du tout comme ça. Et donc, on le voit se créer sous nos yeux, ce système. On comprend mieux un peu comment on est dans la partie bêta de Stellar parce Ouais, que ouais, en fait c'est pas que ça va disparaître, tout ce qu'on connaît c'est que ça va être invisible, hein, que les clés c'est ça. secrètes et tout ça quoi. Ça va Ça pas être sera ce qu'on modifiable. appelle transparent. Mm. Ouais, voilà. Et non, ça relie tout, hein, le transfert de richesse, la communication avec les banques, la communication avec les systèmes de paiement, toute cette interopérabilité, puis cette fluidité qu'il y a derrière, grâce à tous ces protocoles. D'ailleurs, j'ai vu que le Oui. dernier protocole, SEP22, c'était marqué créé par Orbit Lens. Orbit Lens. Il y en a un autre qui a été créé par Orbit Lens. Et oui, et Émilie a d'ailleurs fait un commentaire sur le fait que Orbitland, c'était des Khazariens, hein, puisque c'est Dima, Gleb, c'est la même bande, on pourrait dire, hein. Je ne sais pas si ce sont des Ukrainiens comme Dima et Gleb qui ont créé Lobster, mais oui, et ce qui est assez amusant, c'est que c'est pas le 22, je crois pas, c'est un autre protocole qu'ils ont créé pour pouvoir mettre les badges disant ah, c'est un faux token, n'y allez pas, faire confirmer 45 fois. En fait, le protocole fait ça. Et les Ah, chapeaux blancs, mais je vous l'expliquerai la semaine prochaine, les chapeaux blancs les ont laissés développer leur protocole pour après l'utiliser contre eux. donc ils savent quand même être créatifs des fois. Je crois que ce qu'on comprend au fur et à mesure, c'est que ce système, c'était le leur au départ. Bien sûr qu'ils sont créatifs et bien sûr ils ont toutes les technologies, tous les outils. Bon, ils ne devaient pas avoir les ordinateurs quantiques, mais ils avaient des ordinateurs super puissants quand même. Et ils avaient pensé à ce système pour que tout le monde soit contrôlable sur des systèmes centralisés. Alors là, on a des systèmes open source et décentralisés. Et je pense qu'il y a une autre chose qui est importante, c'est qu'on voit que c'est pas la fête à deux nœuds, comme on dit de manière ordinaire. C'est-à-dire que pour pouvoir être dans ces compagnies en interopérabilité, il va falloir montrer patte blanche. Parce que le QIC, on peut imaginer que ça va être la même chose du côté des compagnies. Il faudrait être une compagnie propre et qui réponde à tout un tas de critères pour pouvoir, parce que finalement, il y a une certaine confiance après qui est faite sur la blockchain dans le fonctionnement. Mais bon, ce ne sont pas les gens des compagnies qui feront ça, ce sont, enfin, quelque part, la sécurité, elle est, elle est, elle est dans le fait que ce ne soit pas humain. C'est un peu difficile pour nous, y compris pour notre génération, peut-être d'accepter ce concept, mais c'est celui auquel je suis venue, moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un ordinateur qui n'a pas d'état d'âme et qui a été bien programmé, l'ordinateur, il fera toujours son boulot comme on le lui a demandé d'une manière automatique, rapide, par rapport à l'identité. Il ne fera pas un écart parce que c'est le cousin de sa grand-mère.
où vous voyez ce que je veux dire, il n'y aura pas les passe-droits qui au début sont pas graves, mais au bout d'un moment, ça amène à la corruption. Donc, on peut imaginer que les machines seront vraiment incorruptibles. Je vois plus ça comme ça. Une fois qu'on arrête d'être dans le narratif de folie de l'intelligence artificielle, Skynet qui prend le contrôle du monde, tout ça, ça fait appel à l'ego humain, au sentiment humain. Et je crois qu'on nous a vraiment programmés et trompés depuis Arthur Clarke. Hein, ça remonte Ouais, c'est à notre bien avant les programmation, années ça. 60. Ouais, c'est C'est ça, notre c'est de la programmation programmation. de croire qu'il y a une seule intelligence artificielle dans le monde Mm. qui est centralisée et qui nous contrôle tous, alors que justement, c'est plusieurs intelligences artificielles de technologies différentes qui sont complètement décentralisées et Mm. connectées entre elles et qui ne sont pas contrôlées parce qu'elles sont juste, elles offrent un système de surveillance, mais pas un système de Mm. contrôle. Oui, et ils nous ont aussi contrôlés par rapport à la définition de l'intelligence, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à nous faire croire que l'intelligence travaillant avec elle-même crée la conscience et qu'avec cette conscience, il y a des problèmes d'ego et que notamment un robot pourrait vouloir détruire celui qui essaie de le détruire. Hein. Il s'agit des trois lois de la cybernétique. Hein, c'est-à-dire un robot ne peut pas attaquer un humain. Vous savez, c'est ces trois lois-là qui sont définies. Je crois que c'est Arthur Clarke dans ses romans de science-fiction. Alors, ça me fait penser, c'est un aparté, mais je ne sais pas si vous avez lu mes posts sur Disney, sur le chat américain, où je parle de Werner von Braun et de la NASA, et où je pense, alors c'est pas dans le concours, c'est quand j'ai répondu à quelqu'un qui a travaillé chez Disney, qui s'appelle Donald DJ, et qui dit qu'il n'était pas au courant de l'intrication entre Disney et la NASA. Alors, j'ai du mal à comprendre comment, en travaillant chez Disney, on peut ne pas savoir ça. Mais là, je montre clairement que Werner von Braun, qui est nazi, qui était le chef, ou en tout cas qui, dans l'usine des V2, était le chef de l'usine des V2 dans le camp de travail de Dora, un des camps où mouraient le plus de prisonniers, c'était en Silésie, je crois. Il faisait très froid, il travaillait en souterrain, ils travaillaient comme des fous pour fabriquer les missiles allemands. Et ben, en 45, il fait un petit séjour en prison, mais je crois, bref. En 47, il est aux États-Unis. Il n'est pas encore naturalisé. Il le sera qu'en 54. En 55 et en 57, il fait deux émissions avec Disney énormes, énormes, qui sont vues. À aujourd'hui, on estime qu'il y a 100 millions de personnes qui ont vu le numéro 1. Donc, c'est l'homme dans l'espace, l'homme et la Lune et l'homme sur Mars. La NASA n'existe pas à l'époque où ils font ces émissions. Elle est créée en 58 et ils font ces dessins animés en 55 et en 57. Et j'ai perdu pourquoi je vous disais ça, pourquoi le parallèle avec Disney. Complètement perdu. En fait, c'était parce que je voulais vous dire que Disney fait de la programmation pour pouvoir fonder la NASA, pour pouvoir obtenir un accord pour un programme spatial réel ou pas. En tout cas, celui qu'ils nous ont présenté n'est sûrement pas réel. L'argent, lui, est bien réel et va vers un programme qui nous est inconnu. Et bien, quelque part, et c'est là que j'ai oublié le parallèle que je faisais avant, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, oui, avec Arthur Clarke, la science-fiction nous a programmés aux robots, à l'intelligence artificielle pour être sûr qu'on en ait peur. Pour qu'on soit tellement programmé sur au moins 2 générations, pour que quand ça arrive, pour nous, un robot soit quelque chose qui peut se retourner contre l'homme, qu'une intelligence artificielle, ça soit forcément Skynet et qu'elle veuille prendre le contrôle du monde, etc., etc., etc. C'est-à-dire que chaque fois que l'élite a créé quelque chose, ils ont bien savonné le terrain, la planche, pour que quand on arrive, enfin, que ça arrive à notre connaissance, on glisse dessus. Parce qu'on a été programmé à en avoir peur et à ne pas l'accepter, euh, ainsi de suite. Et la 5G, ils ont certainement fait la même chose. Si on n'a pas la D'ailleurs, connaissance de Kof-Féfé, d'abord, tout ça, on le voit bien, cette programmation, on la voit bien dans les 10 heures de vérité, hein.
qui sont encore en ouais, majorité quand même bloqués dans, ouais, qui dénoncent en fait le côté sombre, mais ils mm, parleront jamais de ce côté sombre, de la subtilité de ce côté sombre qui peut se retourner en positif. Ils parleront jamais de ça. Sinon, ils auraient découvert Stellar en fait, je pense, pour la plupart. Bah, quoi qu'il y en a qui en parlent sans oui, c'est avoir vrai, ils connu n'en parlent Stellar. jamais. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils n'en parlent jamais. Et c'est vrai que la dénonciation n'est jamais qu'une manière d'appuyer ce narratif de peur, hein, uniquement. Ah ben oui, mais ils disent des vérités, mais c'est pas la vérité qui est importante, c'est le mensonge qui est dedans. 90% de vérité et 10% de mensonge, c'est les 10% de mensonges qui sont graves. Parce que les vérités, on les connaît déjà, ou on peut facilement les connaître, etc., etc., etc. Oui, donc tout ça pour nous aujourd'hui, ça reste encore des choses qu'on nous a dites. On n'en a pas encore complètement la preuve. On a un début de preuve dans le sens où je pense qu'on aurait dû mourir depuis longtemps si les chemtrails étaient aussi nocifs que ce qu'on croyait dans les années 2010, par exemple. Moi, j'étais toujours étonnée que de voir les ciels quadriller ma santé euh, qui ne s'aggravait pas. Au contraire, je pourrais presque dire. Et pourtant, les narratifs continuent à vivre alors même qu'on devrait avoir la preuve que ça ne peut pas se passer comme on nous le dit, puisqu'on nous dit, vous vous rendez compte, il y a tel poison, tel poison, tel poison, ça cause ci, ça et ça. Bah oui, mais ça devrait se voir beaucoup plus. Pourquoi ils ont eu besoin du Covid s'il y avait les chemtrails? Il suffisait de passer par les chemtrails. Enfin, il y a des tas de questions qui se posent quand on commence à réfléchir à ça. Je suis d'accord. Mais ces gens-là qui parlent, qui ont encore ce côté, ce narratif sombre, ils, ils n'ont, ils n'ont pas, ils attendent toujours des preuves en fait, des preuves visuelles, des faits visuels, des choses qui sont à l'extérieur d'eux-mêmes en fait, pour que ah bah voilà, je vous l'avais là c'est bon parce que c'est sûr parce que ben là telle personne en a parlé, mais en fait cette guerre-là elle ne marche pas comme ça. La vérité on l'a à l'intérieur de nous. Et c'est seulement si on a la foi et notre, comment dire, la certitude à l'intérieur de nous qu'on peut commencer à voir les choses qui sont visibles déjà que par nous au début, puis après elles sont visibles par d'autres personnes qui ont aussi cette vision intérieure qui peut pas être Mm. prouvée encore parce que on est quand même dans une guerre secrète et spirituelle et tout ça, quoi. Mm. Donc c'est pas donné à tout le Ouais, monde. c'est très bien dit. Et il y a un autre élément, c'est en plus du discernement, nous avons la possibilité de créer, c'est-à-dire d'intervenir dans cette guerre d'une manière d'influence, enfin, d'une manière matérielle, d'influencer la réalité de ce qui se passe. Et, et c'est eux qui nous le disent ça. Enfin, moi, j'avais pas, je savais que c'était possible du fait de ce que j'avais vu dans ma vie se passer. Je me disais, c'est quand même bizarre. Il semble qu'on puisse faire ça. Mais c'est surtout quand je me suis interrogée sur la raison pour laquelle ils avaient peur de nous. Tout ce mal qu'ils se donnent, pourquoi est-ce qu'ils ont peur de nous? On est incapable de s'organiser et on le sera toujours, ils le savent bien. On voit, on n'est pas capable. Euh, je dirais que le seul exemple réussi que je vois, c'est QSI. Et pourtant, ils sont obligés de faire des milliers de films de programmation. Pourquoi vouloir nous programmer? C'est parce qu'ils veulent qu'on crée certaines choses. C'est parce qu'ils ne peuvent pas les créer eux-mêmes. Enfin, moi, c'est ma conclusion. Donc, si on a cette force-là, c'est terrible, chaque personne qui se réveille. Si elle se réveille jusqu'au point de comprendre qu'elle est créatrice, ils ont un ennemi de plus et un ennemi puissant et plus puissant qu'eux, puisque je suis convaincue qu'ils ne créent pas. Autrement, ils ne nous utiliseraient pas. Ils peuvent nous cloner, mais je pense que les clones n'ont pas la capacité créatrice. Il faut l'étincelle divine dedans. Sans doute. Ouais, sans doute. Marie-Hélène, je serais intéressée par savoir ce que tu pensais de tout Bonsoir ça. François.
C'est super Bonsoir, Marie-Hélène. très intéressant. Ah, on t'entend pas très bien. Vous allez bien? Ça ouais, ça va bien. Est-ce que ça t'apporte quelque chose, ces protocoles? Oui, j'ai Oui, regardé la version sur mon mobile. d'accord. J'ai téléchargé le PDF, hein. Il y a un PDF à celui que tu as. Alors, je comprends rien du tout, Marie. C'est complètement haché. J'ai rien compris. Toi, François, tu as pu comprendre? C'est pareil, c'est haché. C'est C'est haché? haché aussi. Oui, J'ai compris des mots. c'est bien. Ça dépend, des fois on t'entend super bien Marie-Hélène, mais je crois que c'est quand tu dois avoir deux ordinateurs ou deux micros différents et du coup il y en a un qui marche pas bien et un qui marche super bien. J'investis Alors, d'ailleurs là-dedans, hein. la J'ai vidéo rien comme matériel. la vidéo d'Émilie, elle est très suffisante, mais elle dure 2 heures et demie sur les protocoles. Alors, c'est long, elle va quand même dans beaucoup de détails. Là, j'ai essayé j'ai pas tout lu de mes notes, hein, j'ai fait un peu plus court. Puis ça ne nous servira pas éternellement, puisque comme on l'a dit, on va vers de la transparence, hein, vers un système dont on n'a pas besoin de connaître tous les rouages. Mais je pense que pour QSI, il est important que dans la structure des personnes qui composent le QSI, il y ait des gens qui savent qu'il y a un rapport, qui est l'historique. Parce qu'on sera la mémoire aussi par rapport aux gens nouveaux qui arrivent. On pourra leur expliquer des choses, même si on n'est pas des techniciens. C'est comme ça pour ça que je pense que Émilie aime bien nous faire entrer dans ce détail, ou que, par exemple, sur les chaînes des admins, on nous fait travailler sur des sujets techniques. On ne sera jamais des techniciens, mais on peut être des vulgarisateurs et aussi la mémoire de tout ça vulgarisé, si des gens se posent la question. Voilà, donc je vais vous redire encore qu'il y a quelque chose sur les tokens de Astronaut Foundation. J'ai mis le petit message super sympa de notre ami Carl, qui, je ne sais plus si c'est dans ce message-là, mais qui nous remerciait de ce qu'on leur faisait passer. Et ils ont moins créé de contenu que nous. Donc, du coup, je pense que c'est la raison pour laquelle il était tout content de nous amener aussi du contenu. C'est nickel. J'ai pas encore eu le temps de le regarder, mais ça doit parler des pendulums. J'ai regardé, moi j'ai lu, c'est vachement bien fait parce que José elle a regroupé tous les jetons de astronaut.foundation qui ensuite passaient à tokens.foundation et tous les problèmes qu'ils ont eu quand ils ont été attaqués. Et ça, je l'avais oublié d'ailleurs. Et ils ont sorti aussi un bot. Je sais pas si vous le saviez, un bot sur Telegram. Ça, je l'ai Arbitrum, appris. non, c'est pas celui-là, non. Non, c'est Lequel Astro de bot? Wallet. Astro Astro Wallet. Wallet, oui. Ah bah si, on en a parlé à une époque. Si tu fais une recherche dans le chat, tu en entendras parler d'Astro Wallet. Et je Ouais. connaissais pas, mais apparemment il est en upgrade. Donc j'ai essayé de l'installer. On le trouve toujours sur Telegram, mais il fonctionne pas pour moi en tout cas. Quand je fais start, ça D'accord, fait rien. d'accord. Oui, en ce moment d'ailleurs, il pousse un petit peu, hein, sur l'Humandex à ce qu'on l'installe. Moi, je vais rester sur l'Obster parce qu'il semble qu'il soit quand même plus simple et j'ai pas tellement envie que Ah, mais l'Humandex évoluera, donc je vais attendre que ça évolue plus. non, mais le Mendex, d'abord, il faut attendre l'appli, Pascal, hein. Le site Voilà, internet, c'est une catastrophe, hein. voilà. Alors, bah, moi, personnellement, j'utilise avec mon téléphone. Ouah, c'est compliqué, hein. Fou, c'est, Mais faut elle faire des n'existe pas zooms. l'appli? Elle Non, n'existe pas l'appli, l'appli déjà? non, l'appli, c'est fin d'année, Ah, j'étais normalement. persuadée que les gens qui en parlaient de l'appli. Bah, Mais c'est vrai qu'il y il a parle beaucoup de de, gens qui sont sur ordinateur. Mm. c'est ça il parle de, on va tous migrer vers l'Humandex quand l'appli sortira. C'est ça qu'il Voilà, disait, je pense. voilà, d'accord, d'accord. Et toi, Marie,
Je crois que tu es sur l'Humandex, il me semble, on en avait parlé. Oui, J'ai la wallet et j'ai tout mis sur tout ce qui est LP, c'est sur l'Humandex. Donc, tous les jours, je d'accord. reçois sur l'Humandex. Et donc, j'ai viré quelques tokens en attendant de tout migrer. Je ne sais pas comment je vais faire. Vous avez plusieurs portefeuilles tous les deux. Ouais, de- Comment est-ce Bon. que vous passez de l'un à l'autre quand vous êtes dans l'appli Lobster? Et est-ce possible? Non, moi, Je j'ai vous ai- plusieurs je appareils. t'explique. J'ai qu'une deuxième adresse, il n'y a rien dessus. Il n'est pas encore plein, mon portefeuille, mais je voudrais mettre tous les tokens douteux, comme CryptoRouble ou comme il y en a VDC, les balancer sur ce portefeuille-là, ce qui me libérerait les trustlines, voilà, ils apparaîtraient plus. En plus, je les oublierais. Mais j'ai encore, je m'en suis encore pas servi de cette adresse. Elle est juste ouverte. Il n'y a pas de XL, il y a même pas de XLM dessus. Et je me suis rendu compte que si j'envoyais mes tokens, ils apparaissent comme des pending, une des soldes réclamables. Et il va falloir que je mette des XLM. Alors, du coup, j'hésite. Et puis, il va falloir que je passe de l'une à l'autre, puisqu'il faudra que j'aille les réclamer. Alors, c'est pas si pratique que ça. Ben non, tu envoies une trentaine de XLM sur ton portefeuille. Mais ils apparaîtront pas en solde réclamable? Non, les XLM, non. Ah, d'accord. OK. Non, non, les XLM, en fait, c'est quand tu ouvres un portefeuille Stellar, le seul actif qui est déjà enregistré d'office, c'est le XLM. T'as pas D'accord. besoin de l'ajouter. Il me semblait que j'avais dû en envoyer. Oui, remarque, c'est parce qu'elle, elle pouvait pas lier son compte en banque. J'en avais envoyé plusieurs fois à des gens qui ouvraient des comptes. Donc, d'accord. Oui, c'est une bonne Par idée. Je vais contre, peut-être faire ça. Émilie, quand elle envoie des bonus, je pense c'est parce qu'elle attend un retour, un accusé de réception. Donc elle le met, c'est pas automatique, je pense. C'est comme je sais pas comment elle fait après, elle utilise Horizon, je sais pas comment elle fait son compte, mais en tout cas, ouais, c'est à réclamer, ça apparaît dans les paiements. Donc Oui, tu envoies 30 XLM, après tu envoies tes. mes tokens. Alors ouais, tu les envoies, ils vont apparaître dans les pending, tu les réclames, Ouais, et après tu vas récupérer tes 0,5 XLM de ton compte oui, principal, et du coup, en fait, tes 30 XLM, ils seront récupérés oui. à force. Oui, oui, j'ai vu que Catherine en achetait. Alors, j'ai pas trop compris. Je me suis dit, oh là là, j'ai dû l'induire en erreur et elle croit que c'est les bons. Alors, j'ai pas compris pourquoi elle en achetait. Est-ce que oui, n'aurait pas dit qu'il l'affirmait que les crypto-roubles étaient bons? Et il y a quelque chose comme ça. Enfin, c'est dommage, elle n'est pas là, autrement je lui poserai la question directement. Ouais, non, je sais pas. Après, je sais Mm. qu'il y a quelques mois, ils en parlaient de ce jeton-là, je crois. Donc c'est Vous êtes peut-être de toujours ça qu'elle parle. Non, elle fait allusion au fait que j'ai posté le fait que Émilie avait dit qu'ils n'étaient pas légitimes. Ouais, elle en a acheté maintenant. Cryptorussian.ru. Oui, juste après que j'ai Oh, posté ça. C'est pour ça, quelqu'un est encore sur la chaîne de Whiplash? euh, ouais, Ouais, sauf qu'il ouais, a effacé beaucoup du passé, donc je sais pas si on peut le voir, ouais. mais j'aimerais bien savoir si il en a parlé, lui, récemment. Tu peux regarder, Marie-Hélène? Non, tu peux pas? Je vais Pour regarder. Crypto Rouble, pas d'informations. Par contre, Pardon? pour Non, je voulais savoir si Whiplash avait récemment parlé de ce token. non, j'ai rien lu de ça. D'accord. Ok. Après, il en parle peut-être sur la chaîne, la fameuse chaîne où on ne doit pas aller, la NPM ou non. Parce qu'il y a cette chaîne-là où il est admin. Je pense que C'est- c'est là qu'ils en parlent. Personne n'y est, de toute façon. Voilà. Ben, j'ai essayé de comprendre pourquoi Catherine voulait en acheter. C'est que quelqu'un d'autre lui a dit, ils sont bons, à mon avis. Mais je lui ai posé la question, peut-être qu'elle me répondra. Ok, les amis, je suis fatiguée, donc je vais vous laisser en espérant que vous allez passer une bonne soirée.
Et puis, ben, j'ai encore du travail que m'a donné François. C'est ça? Non, j'ai encore à Ouais. relire ou on est bon? Bah, j'ai vu que ouais, il fallait que je réduise un peu les images D'accord, et ok, agrandir les textes. d'accord. Puis après, bah, je ferai ça tout à l'heure et puis je l'enverrai ce soir. Ok, ok. Bah, écoutez, on va dire bonjour à Eric qui nous écoutera et à tout le monde. Et puis, ben, lundi, on continuera les protocoles et puis j'espère qu'on pourra parler de Mangox si c'est rien passé de spécial. Et puis, de toute façon, on se parle avant sur le chat. Hein. Ça marche. Bonne soirée. Bonne Avant soirée à que vous deux. que je vienne manger dans un restaurant chinois avec toi, Marie, et toi, François. Et c'est vrai, ma fille, elle rentrait sur Paris. Là, j'aurais pu y aller après tout. Et puis, j'aurais pris un train pour revenir. Je n'ai pas pensé. Quand vous, Quoi? quand vous voulez, avec plaisir. Ça serait sympa. Bon, Bonne soirée. bonne soirée. Bon Merci. Salut. travail, François. Ah, Tu merci. travailles là. Toi aussi. Ouais. Bonne soirée. Non, 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 demain. Ah, cool. Là, je Profite bien de travaille ta famille. sur le CEP 12 ce D'accord. soir. Bonjour à Vite ta fait. famille aussi. Ça marche. Salut.